et bienvenue dans ce nouveau podcast de Femmes à part, podcast dans lequel aujourd'hui j'ai la chance d'accueillir Nathalie. Bonjour Nathalie. Bonjour Thérèse. Alors, merci beaucoup déjà, c'est vous qui m'avez contacté par mail, en fait, pour m'envoyer votre témoignage par écrit. Et comme je l'ai trouvé très intéressant, je vous ai proposé de faire ce podcast toutes les deux parce que je sais que dans mon audience, il y en a beaucoup qui aiment les témoignages un petit peu voilà, par oral, en audio. Donc, merci beaucoup d'avoir accepté de faire ce podcast ensemble. Et juste pour les personnes qui préféreraient les témoignages écrits, eh bien, vous pouvez les retrouver sur le blog, donc dans la partie livre d'or. Je vous mets le lien en barre d'information. Et si vous voulez écouter d'autres témoignages, eh bien, rendez-vous sur la playlist. Il y a la playlist entretien, la playlist témoignages sur cette même chaîne YouTube. Et vous pourrez retrouver encore pas mal de parcours de ces femmes qui ont, soit en connaissant Femmes à part, soit par d'autres moyens, ont finalement évolué, que ce soit évolué dans leur vie, que ce soit au niveau de leur tenue vestimentaire, au niveau de leur appréhension de la féminité, comment elles le vivaient au quotidien. Il y en a également qui ont choisi, par exemple, de laisser leur travail pour devenir mère au foyer. Il y a vraiment plein de cas de figures différents à tous les âges, à tous les niveaux, et de femmes qui ont finalement décidé de un peu se reconnecter à leur féminité, loin des caricatures un petit peu qu'on peut voir dans la société actuelle, et qui ont aussi décidé de se détacher de tout ce que le féminisme et la société essayent de nous imposer à l'heure actuelle. Donc c'est ça qui est très intéressant de voir des femmes courageuses qui ne cèdent pas et qui ne cèdent pas aux sirènes un petit peu de la société, mais qui essayent de vraiment comprendre leur féminité et la vivre à leur manière au quotidien. Donc c'est un peu ce dont on va parler aujourd'hui. Et peut-être pour commencer, Nathalie, je vais vous demander de vous présenter pour que nos auditeurs vous situent un peu mieux. Oui, d'accord. Alors, écoutez, moi, donc je m'appelle Nathalie, j'habite en région parisienne. Je suis mariée avec un mari formidable depuis presque 18 ans et j'ai un petit garçon. Non, il est grand maintenant. J'ai un fils qui a bientôt 12 ans. Donc voilà. Je suis un petit peu plus âgée que la majorité de vos auditrices puisque j'ai 54 ans. Et voilà. Et puis quoi dire d'autre? En tant que j'aime beaucoup la cuisine également. J'aime beaucoup m'occuper de mon intérieur. J'aime bien faire des bons petits plats aussi à ma famille. Voilà, en gros, à peu près mes grands centres d'intérêt sont avant tout ma famille. D'accord, ça c'est déjà intéressant et j'aime bien quand mes lectrices me disent j'ai un mari formidable. Je trouve que voilà, c'est pas des choses c'est pas des choses qu'on entend très, très souvent et que je sais que généralement, c'est vrai dans les exemples qu'on trouve dans la société, je sais pas, les articles qu'on peut lire ou sur les réseaux sociaux, c'est plutôt souvent des critiques envers les hommes, envers les époux, Ah etc. oui. Et je trouve que ça fait plaisir de pouvoir dire aussi je suis mariée, je suis heureuse et tout va bien, quoi. Exactement, exactement. Alors, comment est-ce que vous avez connu Femme à part, justement? Est-ce que, je ne sais pas, c'est quelqu'un qui vous l'a recommandé? Est-ce que c'est du hasard? Et peut-être quelle a été un petit peu votre réaction en tombant sur, je ne sais pas si c'était la chaîne YouTube, le blog ou autre, mais en connaissant, comment avez-vous connu Femme à part et qu'est-ce que vous en avez pensé? Est-ce que ça vous a conforté dans des idées que vous aviez déjà? Est-ce que ça vous a choqué, surprise? Racontez-nous un petit peu. Alors, en fait, tout a commencé au moment du confinement. Moi, j'ai toujours été très intéressée, donc comme je vous dis, par la cuisine et ce genre de choses, et également par les arts de la table. Et en fait, je suis tombée sur la chaîne d'Anagas, Apprendre les bonnes manières. Donc, j'ai trouvé ça très intéressant. J'ai beaucoup aimé sa chaîne. J'ai beaucoup aimé ce dont elle parlait. Et elle vous a souvent cité dans sa chaîne. Et donc, par curiosité, je suis allée voir votre chaîne. Donc, j'ai beaucoup regardé les vidéos. Alors, un peu moins lu le blog. Bon, j'en ai lu également, mais j'ai beaucoup regardé vos vidéos. Et alors, c'est vrai qu'il y avait certaines choses qui pour moi étaient évidentes et d'autres qui non pas choquée parce que je suis bien loin de ça, mais plutôt fait réfléchir, on va dire.
En fait, pour tout dire, moi, j'ai été habituée. Ma maman était très traditionnelle également, donc j'ai eu une éducation très traditionnelle. Je ne me suis jamais habillée extrêmement à la mode, très court vêtue, etc. Mais je me suis rendu compte, bien que je portais très très souvent des robes et très peu souvent des pantalons, je me suis rendu compte que je ne m'étais jamais préoccupée de la longueur de mes robes. En fait, elles pouvaient D'accord. arriver au-dessus du genou, à la mi-cuisse. Ça me perturbait pas. Ça ne m'était jamais venu à l'idée. Et quand vous en avez parlé, sur le coup, ça m'a interrogée. Ça m'a interrogée et je vous ai trouvé presque un petit peu sévère au niveau des longueurs. Je me suis dit, mais en quoi quelques centimètres peuvent changer quelque chose? Et puis, en vous écoutant, j'ai commencé à comprendre. Et est-ce que parce que c'est une chose intellectuellement, on va dire, de comprendre certaines choses, de se dire, ah tiens, finalement, oui, c'est intéressant ce qu'elle dit, etc. Mais est-ce que dans la pratique, ça a changé quelque chose? Enfin, je ne sais pas du coup si vous avez rallongé ou porté des choses plus longues, mais si c'est le cas, est-ce que du coup vous avez vu une différence et ça vous a vraiment convaincu en pratiquant, ou est-ce que c'est juste, bon, bah, intellectuellement, je suis d'accord, donc je le fais, mais bon, voilà, je le fais parce qu'il faut le faire, mais je ne vois pas trop la différence finalement. Ah, non, 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 justement, parce que après avoir entendu tout ça, je me suis mis à remarquer les gens autour de moi en me disant, mais bon sang, mais c'est vrai que quand on s'assoit, les robes, elles remontent, on voit nos genoux, c'est vraiment pas esthétique. Et petit à petit, je me suis dit, mais non, c'est vrai, Thérèse a entièrement raison, et Anna aussi en parle, mais je me dis, mais oui, effectivement, c'est trop court. Donc, petit à petit, j'ai commencé à rallonger mes robes, à faire très attention, à acheter des robes plus longues. Et d'ailleurs, je me suis sentie nettement plus à l'aise parce que je me suis rendu compte que quand je m'asseyais, j'avais plus besoin de me poser la question de savoir, ah, est-ce qu'on va me voir? Est-ce qu'on va voir mes genoux? Est-ce que mon collant n'est pas filé? Est-ce que ceci? Est-ce que cela? Et voilà, c'est à partir de ce moment-là que je me suis rendu compte que c'était une évidence pour moi de rallonger mes robes, notamment. Et- mais c'est vrai que je me rends compte qu'en fait, quand on est vraiment en train, bon, a priori, vous ne portiez pas beaucoup de pantalons, mais Non, non, non. quand on porte des pantalons ou des jupes courtes, des robes courtes, etc., enfin, quand on est vraiment dedans, on ne se rend même pas compte qu'on est en train Non. de tirer sur sa robe, d'être un peu mal à l'aise. En fait, on ne se rend pas compte, ou je sais pas, ou quand on est en pantalon moulant, par exemple, eh bien, on ne se rend pas compte qu'en fait, on se rend même pas compte qu'on est mal à l'aise. C'est ça que je trouve Mais non, vraiment mais vraiment étrange parce que tout le monde fait pareil, ou je sais pas, ou parce qu'on a toujours été comme ça, donc ça nous paraît normal. Et dès c'est qu'on ça. change, voilà, dès qu'on change, dès qu'on, je sais pas, qu'on porte des pantalons un peu plus larges, qu'on porte des robes, plus de robes, plus de jupes, des choses plus longues, c'est là qu'on se dit, oh, ah non, mais en fait, c'est ça le bonheur, même au niveau du confort, j'allais dire du confort même. Mais exactement, exactement au niveau du confort. Moi, du coup, je porte beaucoup de robes qui sont élastiquées à la taille, mais on est tellement bien dedans, on respire, on pense même plus à son vêtement. Finalement, ça devient une seconde peau. En fait, on est vraiment, vraiment à l'aise. Et surtout, moi qui prends de temps en temps les transports en commun parisiens pour aller travailler, parce que je travaille à temps partiel et j'ai une journée de présence au bureau. Mm. Et ben, je me suis rendu compte à quel point c'était tellement plus agréable d'être habillé, d'être bien habillé quand on s'assoit dans le métro, de pas avoir à se poser de questions. C'est quelque chose très important. Et si c'est pas indiscret, votre mari, il a vu un changement ou en fait finalement, comme vous étiez déjà beaucoup en robe, c'est un peu passé inaperçu C'est ou ça, c'est la deuxième option. C'est-à-dire d'accord. que comme je suis très très souvent en robe, et j'avais déjà quelques robes longues, mais j'avais des robes longues et des robes courtes. En fait, j'avais un peu des deux et je mixais les deux. Donc en fait, mon mari en lui-même ne s'est pas vraiment, ça n'a pas énormément changé ma façon de m'habiller globalement. En fait, c'est uniquement la longueur. Après, il l'a peut-être plus remarqué en été. Parce que D'accord. c'est en été où ça a été le plus compliqué pour moi, en fait, parce que jamais, jamais je ne m'étais rendu compte avant à quel point on pouvait être indécente en été. Jamais. Oui. Je portais des robes, j'ai jamais porté des robes, comment vous dire, vraiment très décolletées ou très bain de soleil pour être en ville. Mais des robes sans manches, oui, sans aucun problème, qui découvrent les épaules, qui découvrent le dessus de bras, ça m'avait jamais
effleurer l'esprit. Et c'est pareil, ça c'est en lisant sur votre blog, en écoutant votre chaîne, etc., où je me suis dit, mais oui, mais Thérèse a raison. On ne peut pas se promener comme ça à moitié nu, c'est indécent, enfin ça ne se fait pas. Donc petit à petit, là aussi j'ai changé ma garde-robe d'été. Et ça a été plus compliqué, beaucoup plus long. Alors juste avant de rebondir là-dessus, je fais une petite parenthèse pour les gens qui arriveraient sur cette chaîne ou qui se demandent un petit peu de quoi on parle et pourquoi l'histoire des manches, l'histoire de la longueur, l'histoire des décolletés, etc. On va pas tout redévelopper maintenant, donc vraiment je vous invite à aller voir sur le blog. Donc vous allez sur femmepart.com, le lien est juste en dessous de cette vidéo dans la description et vous allez voir, il y a des rubriques vraiment qui parlent de ça, qui parlent de toutes ces thématiques et ne vous effrayez pas trop et ne partez pas en courant. Prenez le temps de lire tranquillement, de vous approprier tout ça. Je sais que c'est très nouveau parce qu'il y a peu de gens finalement qui en parlent et qui expliquent. Mais voilà, vous y allez, vous faites. D'ailleurs, vous pouvez écouter d'autres témoignages aussi. Il y a vraiment beaucoup de personnes qui me disent qu'au début, voilà, ça leur paraissait un petit peu sévère ou quoi que ce soit. Et finalement, à force de lire, de comprendre et surtout de mettre en œuvre dans leur vie, les personnes voient la différence. Donc, allez-y tranquillement. Mais vraiment, je vous encourage à aller lire sur le blog pour avoir plus d'explications. Et justement, je voulais rebondir donc sur votre changement vestimentaire. Est-ce que niveau purement, enfin pas purement, mais oui, niveau un peu matériel, tout ça, est-ce que c'était compliqué je sais pas, de trouver des habits qui vous convenaient, ou au niveau financier, ou au niveau, bon, votre mari on en a déjà un peu parlé. Est-ce que vous avez eu des grosses difficultés pour votre changement vestimentaire, ou au contraire, est-ce qu'il y a eu aussi vous l'avez mentionné tout à l'heure, vous êtes plus à l'aise, etc. Donc forcément, c'est encourageant, mais est-ce qu'il y avait des côtés peut-être plus difficiles? Eh ben, écoutez, au départ, donc comme je vous dis, j'avais des robes déjà quelques-unes qui étaient longues. Donc j'ai commencé à tourner avec celles que je possédais, en essayant petit à petit d'éliminer celles que je jugeais trop courtes, qui arrivaient vraiment au-dessus du genou. Et je dois avouer que j'ai acheté pas mal de choses en seconde main, donc notamment sur Vinted. Hein, ça a été vraiment mon fournisseur principal qui m'a permis de renouveler en partie ma garde-robe à moindre coût, parce que j'ai également revendu mes anciennes robes, parce que après tout, certes, je n'avais pas envie d'encourager les gens à être indécents, mais lorsqu'il s'agit d'une longueur, ça peut être quelque chose qui est très court sur moi. Je fais à plus d'1,70 m, peut-être parfaitement au genou pour quelqu'un qui fait 1,60 m. Tout à fait. Et je fais une toute petite parenthèse rapide, mais justement, sur le blog, il y a un article « Que faire de ces anciens vêtements indécents ?» Et justement, on parle de ça. Et selon ce que vous trouvez indécent, typiquement la longueur, si vous êtes très grande et que c'est trop court sur vous, ça peut très bien aller à une personne plus petite et ça sera décent sur elle. Et donc, il n'y a aucun problème à revendre ou redonner ou quoi que ce soit. Parenthèse fermée, pardon. Donc voilà, et puis comme je vous disais, c'est surtout en été où j'ai eu beaucoup de mal, parce que c'est là que je me suis rendu compte que je n'arrivais pas à trouver de vêtements que je considérais décents avec ces nouveaux critères. C'est-à-dire, je dois avouer que je ne vais pas jusqu'aux manches, jusqu'au coude, je m'arrête aux manches à mi-bras, on va dire, à peu près l'été. Mais ne serait-ce que ça, j'ai trouvé ça extrêmement difficile à trouver. Qu'il soit de la bonne longueur, qu'elle soit de la bonne longueur, qu'elle ne soit pas transparente, qu'elle soit dans un tissu respirant, parce que si c'est du polyester en plein été, surtout en région parisienne, il fait très chaud. C'est pas très agréable, absolument. Et surtout, qu'on ait les épaules, au minimum, les épaules couvertes. Là, ça a été très compliqué. J'ai eu beaucoup de mal et ça m'a pris finalement de nombreux étés pour arriver à renouveler ma garde-robe. Je suis passée par une période où je mettais des t-shirts sous mes robes pour les rendre décentes. Je mettais une petite veste, mais j'avais trop chaud. Enfin, ça n'a pas été facile et c'est vrai qu'il y a eu des moments où j'ai eu des moments où me disant, oh, mince, tant pis, je remets mes anciennes robes, tant pis. Et puis, ça m'est arrivé une ou deux fois d'en remettre et je me suis sentie tellement mal à l'aise que j'ai dit non. Parce que c'est ça aussi. J'allais vous demander, est-ce que vous avez été tentée devant certaines difficultés ou le temps qui passe, est-ce que vous avez été tentée de revenir un petit peu en arrière? Oui, par moment, oui, parce que je ne trouvais pas ce que je voulais et ça m'agaçait. Et puis, je suis une femme qui aime bien les toilettes, etc., qui aime bien avoir des jolies choses. Et ça m'agaçait de ne pas trouver. Donc, il y a eu des moments où, effectivement, j'ai été tentée. Mais, comme je vous dis, alors,
quand j'étais chez moi, parce que comme je suis en partie en télétravail, bon, bah, tant pis, j'étais habillée comme ça, c'est pas grave. Mais quand je sortais, c'est là que je me suis rendu compte, non, mais ça va pas du tout, c'est trop court, c'est trop décolleté. Et j'étais très, très mal à l'aise, en fait. Tout de suite, je me suis sentie mal à l'aise. Donc, il y avait vraiment déjà le travail de fait. Ouais. Pardon, je vous ai coupé. Non, justement, ça montre en fait que en fait, la pudeur, le sentiment de pudeur est quelque chose donc, qui est personnel, contrairement à la décence qui est vraiment objective, extérieure, etc. La pudeur, voilà, on n'a pas tout le même, voilà, c'est vraiment personnel, on n'a pas toutes la même gêne, au même niveau, etc., que ce soit côté vêtements ou même dans la vie de façon générale. Mais justement, ce qu'on voit dans votre témoignage et ce qui est intéressant, c'est qu'on voit que la pudeur, c'est quelque chose qui peut se travailler. C'est comme le goût. On n'a pas forcément, voilà, selon notre éducation, on n'a pas tous reçu la même chose, on n'a pas forcément du goût, on n'a pas forcément de la pudeur, on n'a pas forcément le sens de la beauté, de l'esthétique, etc. Et en fait, il ne faut pas désespérer parce que ce sont vraiment des choses qui peuvent se travailler. Moi, je sais que mon sens de la pudeur a bien sûr évolué. Alors, je ne dis pas que j'en avais pas, j'ai quand même beaucoup reçu dans mon éducation, etc. Donc, évidemment, j'avais déjà un certain sens de la pudeur et merci à mes parents, mais il s'est encore aiguisé, on va dire, avec le temps, avec tout le travail que j'ai fait pour Femme à part, etc. Ça m'a fait réfléchir à certains sujets et finalement, mon sens de la pudeur en a été encore plus aiguisé. Donc, je le dis pour que les personnes qui nous écoutent ne désespèrent pas trop ou alors celles au contraire qui se moquent et qui s'en fichent un petit peu de tout et on s'en fiche, ça c'est vraiment c'est de la pudibonderie, etc. Bah non, voilà, c'est juste que quand on commence à prendre conscience de son corps, de l'importance voilà, qui est le temple du Saint-Esprit, etc., eh bien, on développe aussi un sens de la pudeur plus important. Et justement, en parlant de temple du Saint-Esprit, vous l'aviez mentionné dans votre témoignage écrit, donc je vais rebondir là-dessus. Est-ce que peut-être qu'on peut commencer un peu à parler de votre parcours au niveau de la foi catholique, comme ça oui, tout à fait. Je voulais juste rebondir sur ce que vous avez dit tout à l'heure au niveau de la pudeur. Et c'est vrai qu'on apprend à tout âge parce que je suis beaucoup plus âgée, comme je vous disais, que la plupart de vos auditrices. Mais malgré tout, bien que j'ai été éduquée dans une certaine forme de pudeur, il y avait des choses qui ne me choquaient pas et qui, au fur et à mesure, ont fini par me choquer. Donc, c'est vrai qu'effectivement, on peut apprendre vraiment à tout âge. Et il ne faut pas du tout désespérer là-dessus, effectivement. Exactement, c'est encourageant. Tout à fait. Excusez-moi. Oui, donc pour parler vous me parliez de la foi, c'est ça? Oui. Alors effectivement, ce qui s'est passé, c'est deux choses en parallèle, c'est-à-dire qu'il y a eu donc ma rencontre entre guillemets avec Femme à part, et à côté de ça, mon fils qui a aujourd'hui 12 ans, donc il y a 3 ans, a commencé son parcours un petit peu plus déjà 4-5 ans, a commencé son parcours en catéchèse, parce que je tenais absolument parce que j'ai été élevée dans la foi catholique, je suis catholique, je suis croyante, je me suis mariée à l'église, et je voulais absolument que mon fils fasse son catéchisme, sa communion. Enfin, bon, c'était une évidence pour moi. D'autant qu'il est scolarisé dans une institution privée catholique. D'accord. Mais je me suis rendu compte, quand il a commencé son catéchisme, que quel exemple on lui donnait, parce que je suis croyante, j'ai la foi, mais je ne pratiquais plus, quasiment plus. Très honnêtement, je n'allais plus à la messe, ou alors très rarement à Pâques et à Noël, ou pour des cérémonies. Mon mari non plus. Et je me disais, mais il y a quand même quelque chose qui ne va pas. Je veux que mon fils fasse son catéchisme, mais moi, à côté de ça, je fais quoi au niveau de la foi, au niveau de Dieu? J'étais un petit peu perdue. Et le fait d'avoir connu Femme à part, d'avoir pris conscience de certaines choses, et notamment que notre corps est le temple du Saint-Esprit en tant que baptisé, m'a fait prendre conscience que je me devais d'avoir une conduite exemplaire vis-à-vis de Dieu, et le fait d'être plus décemment vêtue m'a donné, je peux pas l'expliquer exactement, mais ça m'a donné envie de retourner à l'église, de réécouter la messe, j'avais l'impression d'être digne, d'être aux yeux de Dieu, en fait. Je sais pas trop comment l'expliquer. D'accord, donc c'était vraiment un parcours, c'était aussi la volonté de donner le bon exemple à votre fils et d'être cohérente finalement entre ce qui C'est ça. est lui transmettre
et ce que vous montrez aussi. Exactement. Et j'ai l'impression que les deux se sont bien imbriqués. Et je dirais presque que c'est la grâce de Dieu qui a fait que j'ai connu votre chaîne et qui m'a permis de changer, d'être plus à l'écoute. Enfin, je pense que c'est un ensemble de choses, en fait. D'accord, mais c'est beau de voir la façon justement dont le bon Dieu nous mène et nous fait C'est ça. au C'est bon ça. moment, au moment où on peut comprendre, où on est Tout à réceptif fait. aussi, et c'est ça qui est beau. Exactement. Et, Exactement. et concernant, puisque vous l'avez un petit peu mentionné quand vous vous êtes présenté au tout début de ce podcast, vous avez répété l'importance de la famille, de s'occuper de votre foyer, etc. C'est très rétrograde comme idée, enfin rétrograde, c'est Tout à considéré, fait. parce que moi évidemment je trouve tout ça rétrograde, je me suis mal expliquée, mais c'est considéré comme Oui. très rétrograde et je pense qu'il y a aussi beaucoup de personnes, de femmes qui n'oseraient même pas rêver de faire ça et pour celles qui le font, qui n'oseraient même pas en parler parce que c'est assez mal vu. Alors, il y en a beaucoup qui me Oui. disent, mais Thérèse, n'importe quoi, t'exagères. Non, non. C'est une illusion de ta part, les femmes sont libres, font ce qu'elles veulent. Je vous assure que je reçois des témoignages et des commentaires, mais horribles. Récemment, il y a 1 ou 2 semaines, je crois, j'en ai partagé un sur Instagram, mais vous avez toutes été tellement choquées du commentaire. C'est un commentaire YouTube, et bon, je vais pas tous les publier parce que ça sert à rien, et bon, voilà, mais de temps en temps, je le fais parce que je me dis, les gens ne me croient pas quand je leur dis qu'il y a une espèce de haine et de mépris envers les femmes au foyer. Alors, je ne dis pas que tout le monde a cette haine et ce mépris, mais je trouve que même quand on n'est pas spécialement contre les femmes au foyer, il y a toujours, moi je le vois parfois dans mon entourage, dans certaines discussions, etc. Oui, donc tu t'es que femme au foyer ou tu fais un truc à côté? Bon, pas à moi parce que au foyer, mais j'entends qu'on dit ça parfois à des personnes de mon entourage. Et en fait, mais avec vous, c'est dit avec les gens pensent qu'ils sont respectueux en disant ça, mais en fait, non, c'est déjà pas respectueux. Enfin, s'occuper de son foyer, voilà, c'est un métier à part entière, quoi. Bon, bref, et tout ça pour dire que non, je trouve que même quand même les personnes qui n'ont pas un grand mépris ou une grande haine, il y a toujours quand même un petit questionnement. Alors, soit un peu, ça peut peut-être venir de jalousie aussi, mais parce qu'il y en a qui aimeraient faire pareil. Mais bon, voilà, en tout cas, c'est pas vu de façon très positive. Alors, vous nous avez expliqué justement que vous travaillez à temps partiel et en plus, vous avez beaucoup de télétravail. Mais peut-être que, voilà, je vous laisse nous raconter un petit peu peut-être ce cheminement que vous avez eu par rapport au foyer et à l'amour du foyer. Oui, oui, tout à fait. Alors oui, effectivement, pour moi, mon foyer, c'est vraiment l'essentiel, hein. J'estime que je me dois de m'occuper de mon mari, de mon fils. Alors c'est vrai que j'ai travaillé plus jeune à temps plein, ça c'est une évidence, avant de rencontrer mon mari. Bon, je l'ai rencontré assez tardivement parce que j'avais un peu plus de 30 ans quand j'ai rencontré mon mari. Et du moment que mon fils, j'ai eu beaucoup de mal à avoir mon enfant, bon, donc ça a mis pas mal d'années. Mais du moment que mon fils est né, j'ai commencé petit à petit à moins travailler pour être plus présente. Alors, certes, j'ai continué à travailler, mais à temps partiel au départ, et puis petit à petit, de moins en moins, pour finir par trouver un travail qui me convenait vraiment, c'est-à-dire quelque chose qui me permet d'être quasiment en télétravail 4 jours par semaine, dont 1 jour de présentiel au bureau, avec quelques heures de travail dans la journée. Donc, c'était vraiment l'idéal pour moi. Parce que c'est vrai que je suis d'une génération, donc je suis plus âgée que la plupart, comme je vous l'ai dit, la plupart de vos auditrices, et je suis d'une génération pour qui les femmes doivent travailler. C'est quasiment une évidence. Et quand j'en parle autour de moi, justement, à mes amies, elles trouvent même absolument ridicule que je sois toujours à temps partiel alors que mon fils est déjà préadolescent. Elles estiment que je devrais travailler à temps plein parce que c'est bon, maintenant, ton fils, il peut rentrer tout seul du collège, il peut se débrouiller tout seul. Et non, moi, je suis pas d'accord. J'estime que je dois être présente pour lui. Il n'y a pas d'âge pour être présente pour ses enfants. Et puis, il faut que je sois présente aussi pour mon mari. Et pour moi, c'est quelque chose d'extrêmement important. Mais il est clair que j'ai eu, moi aussi, des remarques pas très aimables, même d'amis qui ne comprennent pas. D'accord, même à ce niveau-là. Ah oui, oui, oui. Dans les proches, je veux dire, qui vous connaissent bien et qui savent Oui. pourquoi vous prenez votre décision, etc. Oui, parce que je ne suis pas dans le schéma, entre guillemets, des femmes de ma génération. Donc, voilà. Oui, c'est Mais vrai, je suis... aussi ce côté-là, ouais.
Parce que les femmes, de nos jours, les femmes qui sont un petit peu plus jeunes, je remarque que la plupart des gens que je vois sur Instagram ou autres sont beaucoup plus jeunes. Et elles ont cet esprit-là beaucoup plus jeune parce que là, elles ont leurs enfants petits, enfin, elles ont des petits-enfants et elles essaient de rester à la maison. Il y a quelque chose. Mais moi, ma génération, c'est vraiment quelque chose d'impensable. Et voilà, moi j'ai grandi dans les années 70, j'étais adolescente dans les années 80 et voilà, c'était la working girl, hein. C'est impensable de rester à la maison, voilà. C'est pas du tout dans les mœurs, hein. Même si j'ai été élevée comme ça parce que ma mère ne travaillait pas, donc bon. Oui, c'est un peu d'accord, mais comme quoi voilà, il faut ne pas avoir peur d'aller à contre-courant, on va dire. Non, c'est ça, exactement. Qu'est-ce qui vous plaît vraiment, je sais pas, dans le fait de cuisiner, de vous occuper de votre foyer et tout, parce qu'il y a des femmes qui nous écoutent et qui considèrent peut-être que ce sont vraiment des tâches ingrates ou pas intéressantes, ou bah, en fait, vous devriez faire moite-moite, enfin partager équitablement avec votre mari, et pourquoi ça vous retombe dessus. Enfin, il y en a qui trouvent vraiment que c'est une charge et uniquement une charge. Alors, je sais que c'est franchement difficile d'être au foyer et parfois c'est très ingrat, etc. Mais justement, peut-être que vous pouvez nous expliquer comment vous faites pour aimer ça et pour voir le positif, même si j'imagine que parfois il y a sûrement des difficultés. Bah, bien sûr, il y a des jours où c'est moins évident que d'autres, mais je sais pas comment vraiment l'expliquer. Mais moi, je sais que par exemple, ne serait-ce que faire la cuisine, bon, c'est quelque chose que j'aime énormément, et faire un bon repas pour ma famille et que tout le monde soit heureux quand on sort de table, qu'on ait bien mangé, que tout le monde soit satisfait, oh c'était bon, c'était bien, etc. Et ben ne serait-ce que ça, c'est gratifiant. Alors, bien évidemment, il n'y a pas tous les jours des compliments, bon, malheureusement, mais il y a des jours où il n'y a pas de compliments, mais voilà, ça, c'est vraiment pour moi la partie la plus gratifiante, me faire la cuisine, j'adore ça. Après, je reconnais que s'occuper de la maison a des côtés peut-être un peu ingrats, ça, c'est évident, mais moi, je le vois plus comme un devoir. C'est mon devoir d'État. Je suis mère et épouse. Je suis d'abord épouse et mère en premier lieu. Donc, mon devoir est de faire les tâches qui incombent à ce devoir-là. Et c'est probablement dans mon éducation, mais pour moi, j'estime que voilà, lorsqu'on est mère, on doit s'occuper de son enfant, c'est une évidence. Lorsqu'on est épouse, eh bien, il faut aussi s'occuper de son foyer. Mon mari travaille à temps plein, a un travail très prenant. Il part très, très souvent en déplacement. Là, en ce moment, ça fait presque 4 semaines qu'il est parti. Il ne rentre pour la semaine prochaine. Bon, il est bien évident que quand il va rentrer au bout de 4 semaines, je ne vais pas lui demander d'aller passer l'aspirateur dans toute la maison. Ça me paraît une évidence. Voilà, voilà. Il y a des moments où on peut pas, ça ne l'empêche pas de faire sa part de tâches. Nous sommes en pavillon. La plupart du temps, il s'occupe du jardin. Donc, vous voyez, on peut quand même arriver à équilibrer. Et j'ai pas l'impression d'être dans une prison ou d'être constamment en train de faire des tâches ingrates. Chacun fait sa part des choses. Pardon. Chacun fait sa part des choses finalement. Enfin, absolument. On peut arriver à trouver un équilibre, hein. Tout ne correspond pas à une corvée en fait. Exactement. Oui, je pense que c'est ça. Il faut pas le voir comme une corvée, mais comme quelque chose, déjà le devoir d'État, quoi. Et puis quelque chose qui rend heureux toute la famille aussi. Je pense que rend heureuse toute la famille. Je pense que quand on rentre et qu'on a une maison enfin justement, votre mari qui rentre après un mois de déplacement, s'il trouve une maison qui est propre, qui est rangée, qui est agréable, avec des bonnes petites odeurs qui sortent de la cuisine. C'est ça, par exemple. Voilà, exactement. C'est agréable aussi. Et puis ça donne envie de revenir dans son foyer. Enfin, c'est ça qui construit aussi le foyer, je pense. J'avais fait un article comme ça qui s'intitulait « La place de la femme est dans la cuisine », avec des guillemets, parce que bon, c'est une phrase assez connue. Oui, et puis j'avais expliqué en disant que il y a beaucoup de gens qui trouvent que voilà, être dans la cuisine ou s'occuper de son foyer, enfin, comme si c'était quelque chose d'horrible, alors qu'il se passe
tellement de choses dans une cuisine et c'est le Ouais. lieu où voilà, les enfants vont venir faire les devoirs près de maman qui cuisine ou lui confier certaines choses parce qu'elle cuisine et du coup c'est plus facile de parler comme ça de façon un petit peu informelle. C'est le lieu où tout le monde se retrouve, où il y a une certaine transmission, où on rit, où on pleure. Enfin, je sais pas comment dire, mais je trouve que c'est pas du tout horrible ou dégradant pour la femme de cuisiner ou de s'occuper de son foyer. Alors bien sûr, si elle est considérée comme une serpillière par son mari et par ses enfants ou comme une boniche, là on est d'accord que non, ça fonctionne Bien pas. sûr, bien Mais sûr. voilà, s'occuper en soi, rendre son foyer accueillant et chaleureux, c'est une mission qui est tellement belle et tellement importante. Et oui, parfois Oui. ça peut être ingrat parce qu'en fait c'est invisible. C'est-à-dire si on le fait, il n'y a personne qui le remarque ou voilà, on va avoir pas vraiment de compliments ou d'attention. Par contre, quand c'est Ouais. pas fait, là il y a tout le monde qui va remarquer qu'il manque quelque chose ou quelqu'un. Donc oui, ça peut Exactement. être difficile, mais bon, je trouve que c'est beau, quoi. Il faut spiritualiser tout ça Oui. pour pouvoir tenir sur le long terme aussi, quoi. Et c'est pas juste de la construction sociale, c'est pas juste parce qu'on a été assigné à la cuisine depuis qu'on est petite et donc on n'arrive pas à s'en défaire parce que on est vraiment des femmes un peu bébêtes et vu qu'on nous dit de rester dans la cuisine, ah ben on reste dans la cuisine parce que vraiment on est trop bête pour en sortir, quoi. Non, je pense pas que voilà, on puisse dire ça, mais voilà, mais en tout cas, c'était très intéressant d'avoir votre témoignage. Je ne sais pas si vous vouliez rajouter d'autres choses, si on a un petit peu abordé tous les sujets ou pas. Bah, écoutez, je pense que voilà, non, enfin, Ah, c'est moi, je pense avoir tout dit. Alors, est-ce que vous auriez peut-être un dernier conseil ou, je sais pas, une dernière idée à partager avec les personnes qui nous écoutent et qui peut-être justement se disent, voilà, que ça, ce que je disais juste avant, c'est de la construction sociale, on se sent obligé de faire ça et puis niveau vestimentaire, voilà, on devrait être libre de s'habiller comme on veut et c'est aux hommes de travailler sur leur regard plutôt qu'à vous de rallonger vos robes, etc. Ou je sais pas, ou si quelqu'un vous disait que vous êtes enfermé dans votre foyer et qu'il faudrait en sortir, qu'est-ce que vous pourriez dire ou comme encouragement peut-être pour celles qui nous écoutent et qui n'osent pas sauter le pas? Bah, écoutez, moi, ce que j'ai envie de dire, mais c'est vrai que ça concerne aussi la foi, mais c'est que effectivement, nous sommes enfants de Dieu lorsque nous sommes filles de, nous sommes enfants de Dieu lorsque nous nous marions, euh, nous recevons le sacrement de Dieu dans le mariage. Normalement, nous sommes censés donc faire former un couple, être avec son époux, et c'est un tout. Et c'est notre mission. Voilà, pour moi, c'est notre mission. Il y a pas, si quelqu'un n'est pas d'accord, c'est comme ça. Mais moi, j'estime que c'est notre mission. Je vois pas d'autres termes, d'autres mots à dire en fait. Bah, je pense Pour que moi. c'est ça, il faut le voir comme une mission de vie et savoir aussi que le bon Dieu nous demande généralement ce qui est bon pour nous, qui peut parfois être difficile à accomplir, hein. On est bien d'accord, le devoir Absolument. d'État, c'est pas toujours facile, mais en tout Non. cas, c'est la voie vers vraiment vers le bonheur, l'épanouissement et puis surtout le bonheur du ciel. Donc, je pense qu'en fait, il faut spiritualiser tout ça hein, pour toutes les mères au foyer qui nous écoutent et qui trouvent ça difficile. Et je comprends très bien hein, de toujours Ouais. des lessives, du repassage, changer les couches, un peu des tâches répétitives comme ça. C'est pas toujours facile. Mais quand on le fait voilà, pour son foyer, pour le bon Dieu, je pense que ça peut aider à trouver du sens dans le quotidien. Et il y a un bouquin très bien là-dessus qui est les yeux fixés vers le ciel de Teresa Dmorowska, je crois que le sous-titre, c'est Journal spirituel d'une mère de famille, quelque chose comme ça. Il est dans la bibliographie du blog si vous voulez aller regarder. Et justement, en fait, elle spiritualise tout ce qu'elle fait, quoi. Quand elle fait le ménage, elle dit bah, je pense à mon âme pendant ce temps-là. Est-ce que je prends autant soin de nettoyer mon âme que je prends soin de nettoyer ma maison? Enfin voilà, elle essaye un peu de spiritualiser ces tâches du quotidien pour les faire plus facilement. Donc je vous recommande ce livre si le sujet vous intéresse. Bah, merci Nathalie, on arrive à la fin de ce podcast. Merci pour tous ces partages, d'avoir raconté un petit peu votre parcours, etc. C'était vraiment super intéressant. Donc merci beaucoup. Merci Thérèse. Merci beaucoup.
Et puis, je vous donne rendez-vous très bientôt pour un nouveau, à tous nos auditeurs, pour un nouveau témoignage. Il y en a régulièrement sur la chaîne de toute façon. Et puis, les podcasts tous les mercredis et tous les vendredis. Donc, n'hésitez pas à vous abonner pour ne rien manquer. Et je vous dis à très bientôt.